Bonsoir tout le monde, Eleven Corner un peu spécial ce soir. On va faire le bilan de la première partie de saison. Tout ça avec un best-of des meilleurs moments que l'on a vécu ensemble avec les invités ici dans ce studio. Et puis c'est Vincenzo Churo qui est avec nous pour justement faire un petit point sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Bienvenue dans Eleven Corner. Mais oui, nous sommes le 30 décembre aujourd'hui. C'est pratiquement le dernier jour de l'année 2020 et Vincenzo est avec nous. Ça va, Vince? Très bien, très bien. Très heureux de vous avoir avec nous. Un vrai plaisir. D'habitude, c'est sur les terrains que l'on vous retrouve. Ici, c'est sur le canapé d'Eleven Corner. On a envie de débuter avec votre image de cette année 2020 de football. Ce serait laquelle? Mon image, elle est symbolique. Elle date du premier match et du premier jour de diffusion de la Jupiler Pro League sur Eleven, sur toutes les chaînes d'Eleven Pro League. On était à Bruges, pour Bruges Sporting de Charleroi, et on était au centre du terrain avec les caméras, avec le studio mobile, et on était vraiment au cœur de l'événement. Donc c'était magnifique d'être là pour démarrer. Il y avait les joueurs qui s'échauffaient tout autour de nous. Et c'est un moment particulier parce que c'était le lancement de la chaîne et le lancement de 5 saisons de football belge sur Eleven. Match perdu aussi par le club de Bruges, on s'en rappelle. Et image particulière aussi parce que pas de supporters pour la première fois depuis bien longtemps. Mais il nous manque, c'est clair, hein, les supporters. Il y a eu une petite fenêtre où ils ont pu revenir dans les stades et on a tout de suite senti la différence. Il n'y a rien à faire. C'est un sport qui vit grâce à ses supporters. Ce sont des clubs, des stades qui vivent grâce à la présence de supporters. Et soyons clairs, ce n'est pas le même sport et ce n'est pas le même métier sans eux. Quand on arrive là et que finalement, on regarde autour de nous ces tribunes qui sont vides, ça en devient désespérant et on se dit vite que tout soit derrière nous pour qu'ils puissent enfin revenir et nous accompagner et accompagner les joueurs parce que voilà, le foot, c'est un vecteur d'émotion énorme, hein, et c'est clair que là, on en perd énormément. Voilà, la passion, on l'a tous pour le foot. Et les supporters, ils font partie du jeu, ils font partie de cette histoire-là. Allez, on espère les retrouver en effet très rapidement. On est parti dans cet Eleven Corner un petit peu spécial, vous l'avez compris, avec le classement. Bien oui, on sait que toutes les équipes n'ont pas encore joué le même nombre de points, mais le club de Bruges, c'est une certitude, sera en tête à la fin de cette année. Genk deuxième. Bon, si on regarde le Berscott, s'ils font un 6 sur 6, ils pourraient encore éventuellement être troisième. Bref, on va prendre le classement dans l'ordre pour y aller, pour débriefer cette saison. On va commencer évidemment avec le club de Bruges. Vincenzo, avant de revivre l'un des beaux moments de la saison en compagnie de Clinton Mata, le club de Bruges, candidat numéro 1 à sa propre succession. Oui, plus que jamais. Et encore, c'est parce qu'ils ont laissé filer des points à la maison, chose quand même assez inhabituelle. On sait pourquoi on vient d'en parler. Mais voilà, ils sont au-dessus du lot en Belgique, c'est une certitude. Sur le sportif, bien sûr, mais tout ce qui est extra-sportif, le management, le marketing, la communication, l'aspect économique aussi du club. Voilà, plusieurs participations d'affilée à la Ligue des Champions, ça ne ramène pas quelques millions, ça ramène des dizaines de millions d'euros. Et c'est là aussi que le fossé se creuse avec les autres, peut-être pas avec Genk, hein, qui a aussi bien profité de sa participation à la Ligue des Champions, qui a bien revendu aussi. Mais voilà... je pense que plus que jamais, Bruges, il va falloir aller les chercher parce que là, il me semble inarrêtable au jour d'aujourd'hui. Ouais. Bon, 39 points en tout cas pour le club de Bruges qui a quand même déjà été battu 4 fois depuis le début de la saison, dont 3 fois à la maison. On va reparler de tout ça, du mercato aussi des Brugeois dans un instant avec Vincenzo. Mais petit moment souvenir, on va le faire durant toute l'émission, émission un petit peu best-of également. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines quand Clinton Mata nous parlait justement de ses souvenirs et nous présentait son cadre à souvenirs. Meilleur souvenir de la peau du zèbre, c'est... ouh là là, je pense que... Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Après, je pense que c'est... je ne saurais pas vous dire. J'en ai tellement. En choisir un, ça serait difficile. Bon, on va dire, allez, on va accepter le joker en quelque sorte. Vous avez quand même bien encore des photos qui traînent quelque part à la maison, peut-être? Oui, j'ai encore un cadre où j'ai juste là encore un cadre qui traîne. Enfin, qui traîne, que j'ai posté juste là où
j'ai mon parcours de quand j'ai commencé gamin jusqu'à Charleroi. Est-ce qu'on et- peut le voir Est-ce que c'est possible pour vous, Clinton, de bouger? On improvise dans Eleven Mais Corner, Nordine. C'est Est-ce que chouette. Clinton peut peut-être bouger pour nous montrer ce qu'il y a sur ces murs? Mais, Voilà, il est, ça, c'est- mais il est grand. Ça va encore, mais ça fait. Je l'ai reçu pour mon anniversaire l'année dernière. Et du coup, je ne l'ai pas encore accroché, mais il est ici. Alors, Et je vais vous montrer. Voilà. On va changer la caméra. alors ça, c'est évidemment du direct. Merci à Clinton Mata de nous faire découvrir. Ah, Clinton qui fait même des captures d'écran pendant l'émission. Ça lui J'ai fera, pas fait exprès. j'ai ça pas lui fait fera aussi exprès. un souvenir à mettre sur le mur. Voilà. Le Je savais pas voilà. que tu étais fan de moi comme ça. Donc là, c'est quand j'ai commencé à Baptiste. Ah, super. À l'âge de quel âge? J'ai commencé à l'âge de, je pense, j'avais 6 ans. Ouais. Et là, c'était dans un club voilà, en provincial à El Saud. Et puis ici, c'était à Eupen. Eupen. Voilà, j'ai fait mes classes à Eupen. 70 matchs pour Eupen, quand même, pas mal. Ouais. Ensuite, Charleroi, ça c'était mon but contre Ostende. Ouais, le match d'ouverture des playoffs 1. Est-ce que c'est pas le seul, Clinton, le seul but avec Charleroi? Si, Ah, voilà. oui, j'étais le seul. J'en ai pas marqué beaucoup dans ma carrière. Et ici, c'est voilà, lorsque je gagne le Zèbre d'Or Ah bah voilà. avec Charleroi. Sympa, ça. Après, ici, j'ai à Genk. Donc, j'ai une photo à Genk avec Felice Mazou qui a aussi voilà, beaucoup compté durant mon évolution à Charleroi. Et puis après, ici, c'est Bruges. Ouais, Bruges, pardon. Ça, c'est la frappe que tu as mis là, la photo en bas là. La frappe que tu as Ouais, mis, où tu as Moi, marqué, ça, c'est la frappe que je mets. Mais le cadre, ça a été fait par des amis à moi qui m'ont fait pour mon anniversaire. où tu t'es blessé juste après malheureusement. Non, c'est contre Genk où quand je pense que c'est Sibé qui me fait un centre et je fais un appel. Et j'ouvre trop haut ma jambe et je me déchire l'ischio. Et c'est là, ce but-là, c'était contre Gand, l'ouverture des playoffs. Nordine, fais attention à la frappe, évidemment. On voit les anciens réflexes, hein, mon cher Nordine, c'est excellent. Moi, j'ai surtout vu Eden Hazard apparaître sur la dernière photo. J'aimerais quand même Ouais, bien, c'est- Clinton, qu'on y revienne à cette photo. Ça, c'est un cliché collector, quand même. Oh non, ça, c'est pas tous les jours qu'on joue contre Real. Hein. C'est quelque chose d'historique et un souvenir que je garderai à vie. Eh ben oui, une petite réaction aussi, vous le connaissez bien, Clinton Mata, pour le fréquenter, et notamment tous les week-ends, pratiquement dans les stades. Oui, depuis de nombreuses années, c'est clair. Ben, d'une part, c'est un super gars. Hein, on l'a vu grâce à l'extrait que vous avez rediffusé. Vraiment, quelqu'un de gentil, profondément gentil. Et puis, c'est un top joueur. La progression qu'il a connue depuis qu'il est arrivé à Bruges, c'est quand même assez extraordinaire. Pour moi, avec Mignolet, il fait partie des 2 meilleurs Brugeois de cette saison-ci, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et voilà, il faut en profiter parce que je pense que les sirènes étrangères là, vont lui susurrer des mots doux à l'oreille. Sont de retour. On va peut-être le retrouver dans votre 11 de la première partie de saison. Il faudra rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vincenzo vous prépare ça. On a déjà un petit peu parlé des tops du club de Bruges avec le marketing et tout ce qui se passe autour de ce club-là. Au niveau des flops, on pourrait ressortir quoi au-delà des 3 défaites à la maison et des 4 en championnat? Je dirais Simon Dely, qui était vraiment le patron la saison dernière dans cette arrière-garde brugeoise. Et je trouve qu'il a un petit peu perdu de sa superbe cette saison-ci. Il n'a pas atteint son meilleur niveau. Je suis un peu déçu aussi par le rendement global d'Hans Van Aken, qui reste le cerveau de l'équipe, hein, ça c'est clair, mais qui a connu aussi des petits trous d'air, alors que c'est un joueur hyper régulier. Voilà, et puis globalement, juste pour faire un petit aparté concernant la Ligue des Champions, le comportement de Ruud Vormer, hein, qui s'est permis des choses qu'il n'aurait pas dû se permettre, et du coup, ça a un petit peu coincé à ce niveau-là. Ouais, les leaders qui doivent d'habitude montrer l'exemple aussi. On rappelle que Van Aken a pris 4 matchs de suspension pour son geste du week-end dernier. Une note peut-être pour la première partie de saison du club de Bruges? Je dirais 8,5. 8,5 sur 10, ouais, pas mal. Et le mercato, justement, pour peut-être aller chercher un 9 ou un 9,5. Bas Dost est arrivé. Ça, c'est un solide transfert en attaque. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que le club devrait renforcer? C'était vraiment la cible principale. Et d'ailleurs, il voulait déjà le transférer en été. Bas Dost, tu disais, c'est un 9. Voilà, ça, c'est un buteur. C'est ce qui manque. C'est peut-être le chaînon manquant pour retrouver une machine indestructible. Après,
je sais pas, peut-être quelqu'un derrière, justement, quelqu'un qui a de l'expérience. On parle de plus en plus de Denswil, qui est passé par Bruges et qui pourrait revenir. Voilà, si en plus de Dost, ils font signer Denswil, je pense qu'ils sont parés, là, les Brugeois. Peut-être aussi pour l'Europa League, alors. On verra ça pour le club de Bruges. Bon, on descend dans le classement. Deuxième position, c'est le Racing Genk Vincenzo. Bon, est-ce que le Racing Genk peut rêver du titre? C'est début de saison mouvementé, 3 entraîneurs, c'est un peu la folie, mais il y a des résultats un petit peu en dents de scie. On l'a encore vu contre Sunderland. C'est la beauté de notre football, ça, quelque part, parce que c'était une équipe qui était complètement à la ramasse sur le terrain et aussi en dehors du terrain, qui foire complètement son début de saison et puis qui aligne 7 succès de rang et se retrouve, j'ai envie de dire, comme par magie, là, tout en haut du classement. Alors, ils ont des super joueurs, sincèrement. Onuachu, c'est un terrible buteur. Bongonda, qui est dans la forme de sa vie. Einon, qui après quand même s'être fait les croisés, atteint un niveau assez exceptionnel et très vite. Voilà, il faudra compter avec eux. Maintenant, est-ce que sur la durée, ils vont pouvoir tenir le coup? J'ai des doutes. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde performe à un super niveau. Est-ce que ça va pouvoir continuer de la sorte ou pas? Ils ont perdu Mail. C'est pas n'importe qui. C'était sans doute le meilleur arrière-droit de la dernière année. Parti à l'Atalanta, oui. Voilà, donc voilà, j'ai quelques doutes là, au jour d'aujourd'hui. Il faudra voir au mois d'avril, mai, quand les choses sérieuses débuteront. Est-ce qu'on voit déjà la patte de Van den Brom? Beaucoup disent que Van den Brom est arrivé, continue ce qui avait été fait par le passé. C'est quoi finalement la patte de John Van den Brom? Mais je pense que c'est surtout un people manager d'abord, qui parle énormément, communique énormément avec ses joueurs. Et je pense que là où il était très important, c'est très vite d'avoir su donner de la confiance à des joueurs clés de l'équipe, qui l'ont montré sur la pelouse, et à recréer une espèce de cohésion de groupe. Et ça, c'est important parce que quelque part, voilà, les qualités, les joueurs les ont. La tactique, c'est sûr que c'est un élément ou un facteur essentiel, mais c'est pas tout. Voilà, si on est bien dans sa tête, on est bien dans ses godasses. Et je pense que Van den Brom, c'est là qu'il est très fort. Et il a su très vite avoir un impact. Top, flop du côté du Racing Genk. On commence par les tops. Mais les tops, moi j'ai un coup de cœur pour Bongonda, parce que c'est un joueur créatif, technique, qui va vers l'avant. Voilà, c'est typiquement le type de joueur pour lequel tu as envie soit de brancher ta télé, ou soit d'aller au stade. Soyons clairs, il est virevoltant, il a un pied gauche magnifique. Et puis j'aime bien sa personnalité, parce que c'est un type qui dit ce qu'il pense, et je trouve que dans notre championnat, elles se font de plus en plus rares, ces personnalités. Donc voilà. Et puis flop... Flop à Genk, c'est la direction. La direction, parce que je pense qu'elle a posé les mauvais choix dès le début de la saison. Elle a traîné en route. Voilà, elle s'est cherchée, alors que le club avait quand même une certaine stabilité sportive et financière. Et voilà, là, je pense qu'il y avait des choses à redire ou à refaire. Du coup, roulement de tambour, on avait 8,5 sur 10 pour le club de Bruges pour la première partie de saison. Combien la note du professeur Churro dans Eleven Corner pour le Racing Genk? Non mais, soyons clairs, il y a 3 sur 10 en début de saison. Ouais, attention, ça va être les moyennes. Ouais, voilà. J'ai envie de dire, et on va dire 8 sur 10 pour le reste. Donc voilà. Bon, on est à 5,5, voilà, 5,5 sur 10 donc pour cette équipe du Racing Genk. On descend encore dans le classement. Tiens, voilà le Sporting de Charleroi qui est là, les Zèbres avec 33 points, mais un bilan de 10 victoires, 3 partages, 6 défaites. Si on avait dit ça en début de saison, voilà, on aurait peut-être dit fantastique. Un retour sur ce qui s'est passé du côté de Charleroi. Je pense que au jour d'aujourd'hui, tout le monde signe pour cette 3e place à Charleroi. Et avant le début de la saison, tout le monde signe aussi, soyons clairs. C'est parce qu'il y a eu ce départ en fanfare, ce 18 sur 18, où tout le monde a commencé, peut-être pas en interne, mais les observateurs, tout le monde s'est dit est-ce que Charleroi peut être champion? Ça, c'était la grande question, et tout le monde a donné son avis. Et puis, il y a eu quand même cette dégringolade, soyons clairs, qui a duré plusieurs semaines. Bélocine, les supporters aussi, les joueurs ont su trouver les mots, les ressources d'abord mentales pour se relancer. Et c'est ce qu'on retient, parce qu'il n'y a rien à faire. Charleroi, c'est un club du subtop. Charleroi, c'est un club du terroir. Et Charleroi, ça passe
tout d'abord par une mentalité exemplaire. Et ça, ils l'ont un peu oublié à certains moments. Bon, on a vécu des bons moments aussi dans Eleven Corner, hein, Vincenzo, avec les Carolo. Ils ont été nombreux. C'était Guillaume Gillet, d'ailleurs, qui était notre tout premier invité. Pas n'importe Séquence souvenir aussi avec Guillaume Gillet qui revient bien sûr son transfert, justement, du côté des Zèbres. Et puis de retrouvailles également entre Willems et Buzy, qui est parti du côté de Parme. Ils se sont retrouvés il y a quelque temps dans ce studio. On ne vous dit que ça, on regarde. Regardez cette photo, elle signifie quoi? Guillaume Gillet, c'était à Peridaisa, C'est ça, oui. avec des zèbres. C'est comme ça que vous avez annoncé votre transfert? Ouais, je suis allé avec mes enfants à Peridaisa, devant l'enclos des zèbres. Je me suis dit, on va prendre une photo au cas où Au cas où. on avancerait un peu plus dans les négociations. Ça peut peut-être servir plus tard. Et effectivement, c'est le choix que j'ai fait, celui de rejoindre le Sporting Club de Charleroi. Donc voilà, je trouvais ça assez fun. Alors vous dites, c'est le choix que j'ai fait. Il y a une question de nos internautes. Vous pouvez bien sûr aussi poser ces questions, je vous le disais, sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag Eleven Corner. Une question d'Antoine de Reyck qui nous a répondu dans la story Instagram et qui nous dit, Guillaume a-t-il reçu d'autres offres, d'autres clubs? Oui ou non? Oui, j'ai reçu d'autres propositions, notamment en France, des clubs de Ligue 2 et en Belgique, Moucron. Ouais. Donc, Moucron et Charleroi étaient les deux clubs belges vraiment intéressés. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de Charleroi entre ces deux clubs-là. Il paraît que vous auriez déclaré que c'était un choix difficile de rejoindre Charleroi. Un choix difficile, non, c'était un moment difficile dans ma carrière de quitter Lens. Absolument. Mais de signer à Charleroi, pour moi, c'était une très belle opportunité. À 36 ans, comme je l'ai dit, c'est un club qui est dans une excellente dynamique, qui a des ambitions bien plus hautes que celles qu'il avait auparavant, qui va jouer l'Europa League, les qualifications. Donc, pour moi, c'était quand même un challenge. C'est assez intéressant et je suis content d'avoir fait ce choix-là maintenant. Le COP, ça vous laisse des souvenirs incroyables, de l'avoir dans le dos, scander votre nom. On en a beaucoup des images, notamment cette année, avec vos différentes clean sheets. Oui, mais ils ne sont pas assez. J'aimerais avoir le stade plein comme on a l'habitude de l'avoir parce que ça nous manque. Alors après, on fait comme on peut, mais voilà, c'est vrai que le côté de la T4 rempli, on est un peu nostalgique de cette tribune. Je sais que ça n'arrivera pas rapidement, mais voilà, j'ai de très bons souvenirs sur les dernières années avec ce COP-là et j'espère retrouver toutes ces sensations rapidement. Vous avez le refrain en tête, Nicolas, de ce que les supporters chantent quand vous êtes juste devant eux? Oui, c'est pas très compliqué, mais... Allez-y, on a envie de vous entendre, on veut bien vous suivre. Alors, Nicolas Pento, Nicolas Pento, Nicolas Pento. Ouais, pas mal, hein? Oh, Nicolas Pento. Voilà, c'est à peu près ça. Magnifique, et c'est presque juste aussi, hein, Nico. Bien. Il vous manque, Maxime Buzy, du côté du Sporting de Charleroi? Ouais, je vais pas vous mentir, hein. Ça faisait presque un an que j'évoluais avec lui sur le terrain et on avait trouvé cette complicité, cette alchimie qu'on aime avoir avec son latéral. Donc voilà, puis on s'entendait vraiment bien aussi dans le vestiaire. Donc c'est un mec qui forcément a laissé un petit vide quand il est parti. Maxime, Steven était central droit, vous arrière droit, on le disait. Et vous, il vous manque Steven? Il vous manque ces zèbres et leurs supporters? Oui, évidemment, Steven et tous les autres joueurs du vestiaire. Et c'est vrai, comme Steven le disait, qu'on était à côté sur le terrain, donc on était obligé d'avoir une proximité tous les deux. Et comme il l'a dit, et je pense tout à fait pareil de lui, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais super, super bien. Donc c'est sûr que tout le monde me manque dans le vestiaire de Charleroi, qui est un vestiaire extraordinaire. Ah oui, de bons moments à revoir, évidemment, soit sur YouTube, soit sur le site d'Eleven Sport. Vincenzo, la question est simple, est-ce que Charleroi sera dans le top 4 à la fin de la saison? La réponse est courte, directe, oui. Bon, c'est un oui. Du coup, on s'intéresse à la rubrique suivante. On descend d'une ligne. Pouf, top, flop du côté du Sporting de Charleroi. Le top ou les tops, côté zèbre? Le top, personnellement, j'ai bien aimé les dernières prestations de Guillaume Gillet et ses premières aussi.
Et je trouve que ça a été le fusible qu'on a vite fait sauter à un moment donné quand il y avait un petit peu embouteillage dans le milieu de terrain. Et je trouve que dernièrement, il a quand même prouvé, hein, par son volume de jeu, sa grinta, son omniprésence sur le terrain, qu'il était indispensable à ce Charleroi-là, soyons clairs. J'aime bien Golizadeh aussi parce que c'est un joueur fin, racé, technique et qui a clairement le niveau pour aller voir ailleurs et qui a été décisif, c'est ce qu'on lui demandait d'être. Voilà, ça c'est mes deux tops. Et au niveau des flops? Je suis déçu par la saison de Marco Ilaï Maritra, l'international malgache, qui était sur le départ, qui avait envie de partir. Alors est-ce qu'il faut y voir un lien, une incidence entre ce qui s'est passé hors des terrains et ce qui s'est finalement passé sur le terrain? Mais voilà, on n'a pas reconnu le Marco de la saison dernière. Son abattage, l'association qu'il avait avec Morioka. Et pourtant, voilà, c'est un top joueur, hein, soyons clairs. Donc voilà, j'attends beaucoup de lui en 2021. Bon, on verra évidemment. Je suis sûr qu'il nous suit, qu'il nous entend, qu'il en prendra bonne note pour 2021. Donc, vous avez dit oui, très clairement, très concisément possible aussi tout à l'heure. Vincenzo Charleroi sera dans le top 4. Ouais. Est-ce qu'ils ont besoin de renforts pour ça au mercato, pour y arriver? Je pense que oui. Sincèrement, un défenseur, ce ne serait pas du luxe. Soyons clairs, même s'ils sont à 3 pour 2 places, un défenseur central dans l'axe, s'ils peuvent aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut être prêt directement, c'est toujours le souci. Toujours derrière un back droit, parce que Van Klemput, finalement, Flanagan, c'est un flop, hein, soyons clairs, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là. Donc voilà, je pense qu'il a besoin de concurrence également. Et si Mehdi Bayat, hein, qui a un carnet d'adresses quand même assez important, arrive à aller chercher un petit extra offensif, Charleroi ne devrait pas dire non, me semble-t-il. Bon, on verra évidemment ce que ça va donner. Ça risque peut-être pas de bouger énormément. On connaît le contexte aussi, bien sûr, mais on suivra tout cela. Une petite note dans le bulletin zébré. Vincenzo sur 10 pour Charleroi. Ils sont 3e, ils se sont bien repris. Ils ont quand même fait une année 2020 solide, convaincante. Je dirais quand même 7 sur 10. C'est donc pour l'instant la 2e position pour le Sporting de Charleroi dans le bulletin de Vincenzo Tchouro. On va faire un lien aussi avec ce qui s'est passé ce week-end. Vince était contre l'Antwerp. On a l'impression qu'ils allaient faire un bon résultat. Ça a été finalement un peu plus tendu. Ils sont un peu retombés dans leur travers finalement, les Zèbres. Oui, c'est vrai, même si je trouve que c'est une prestation qui est quand même assez encourageante face à une équipe solide. Mais voilà, à l'image peut-être de ce qu'ils ont connu durant la période où ça allait moins bien, ils ont trop facilement encaissé. Et ça, c'est peut-être le souci à Charleroi, ou ça a été le souci à Charleroi pendant trop longtemps. Maintenant, je ne m'inquiéterai pas outre mesure. Parce que quand à l'Antwerp, on fait monter des garçons comme Benavente, Miyoshi, pour ne citer que, ou Juklerud, et qu'on a des joueurs comme Refaelov ou Mbokani, à certains moments, on se rend compte aussi qu'on boxe dans une autre catégorie. L'Antwerp a été cité et peut être cité comme un des favoris pour le titre, en tout cas pour batailler avec Bruges. Charleroi ne l'est pas, donc voilà, moi je trouve que c'est pas gênant ni inquiétant. Est-ce que l'Antwerp ne risque pas aussi de payer à un moment donné? Il y a la Coupe d'Europe, ça on en a parlé, mais le départ d'Ivan Leko, comment vont-ils réussir à gérer ça? Qui va remplacer Ivan Leko? Déjà, ça c'est la grande question. On peut faire confiance à Luciano Donofrio, hein, qui a lui pas un carnet d'adresses, mais 5 carnets d'adresses, hein, soyons clairs. Et est-ce que la sauce va prendre tout de suite? L'Eco, ça a mis un petit peu de temps, mais je trouvais qu'il avait une vraie patte, une vraie griffe sur cette équipe qui était vraiment agréable à voir jouer. Il avait réussi à construire quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, tout dépendra de son successeur et de la rapidité avec laquelle il aura vraiment lui aussi sa griffe sur cette équipe-là. C'est un noyau qui était taillé quand même, je le disais, pour batailler pour le titre, hein, même s'ils ne veulent pas le dire. Il y a énormément de qualité en quantité. Donc, ça dépendra vraiment de qui va arriver. et puis c'était vraiment le style, hein. On parlait de patte de Van den Brom tout à l'heure, la patte de Leko dans le système, des latéraux qui courent énormément, ça c'était aussi sa patte. Bon, il est parti à Shanghai, on le rappelle, ce ne sera pas Mbailey qui va le remplacer puisqu'il est parti du côté du Standard, on en parlera, je vais y arriver dans quelques instants. Vince, on passe à un autre club anversois, c'est le Berscott. 2 matchs de retard, donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant de voir où il se situe. Est-ce que c'est un candidat sérieux au top 4? Ce n'est pas leur ambition en début de saison.
Ça n'était pas en tout cas. Non, ils ont été durement frappés par le Covid ici dernièrement, donc ça les a coupés dans leur élan. Pour les avoir vus jouer face à Anderlecht il y a quelques jours, on sentait clairement qu'ils étaient dans le dur physiquement parce qu'il y avait énormément de joueurs qui n'avaient soit pas pu s'entraîner avec le groupe ou qui n'avaient qu'un seul entraînement dans les jambes. Donc comment vont-ils digérer ce coronavirus? Parce qu'on sait que ça laisse énormément de traces sur l'aspect physique des joueurs. J'ai quand même des doutes parce que cette équipe, il n'y a rien à faire, c'est une des équipes les plus spectaculaires de la compétition. On a adoré les voir jouer, on a adoré regarder leur match parce que c'était une certitude d'avoir au minimum 3 buts par match. C'est vrai. Donc voilà, c'est l'équipe la plus spectaculaire et c'était génial. Maintenant, il n'y a rien à faire et Losada en est bien conscient, c'est le premier à le dire, il faut qu'on arrête de prendre des buts. Et donc, quand on marque autant, c'est super, mais quand on encaisse autant, ça pose un souci sur le long terme si on veut aller chercher ce top 4. Dans une période classique ou une saison classique, on parlerait de play-off 1 à 6, j'aurais dit oui. À 4, je dis non. Bon, en attendant, petit aparté, ce sera bientôt le soulier d'or. Vous allez voter d'ailleurs, je pense, pour le soulier d'or. J'ai voté. Vous avez voté. Est-ce que Holshouser a une chance ou pas? Selon moi, non. Maintenant, il y aura peut-être un petit lobby Holshouser comme il y aurait eu un lobby Refailov. Fantastique joueur qui aurait été déterminant tout au long de cette première partie de saison. Mais ce n'est pas suffisant, me semble-t-il, pour aller chercher le soulier d'or. Qui va avoir le soulier d'or cette année? Un Brugeois. Un Brugeois. Bon, on verra ça Pour évidemment dans les prochains jours. On ne va pas entrer plus dans les détails pour l'instant, on aura l'occasion d'en reparler. On parlait justement du Sporting d'Anderlecht, qui est finalement l'équipe qui a le moins perdu dans cette première partie de championnat. 3 défaites comme Genk. Et pourtant, Dieu sait si on a beaucoup parlé de cette équipe d'Anderlecht. Vincenzo, top flop du côté mauve cette saison. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, et je ne le classerai ni dans les tops ni dans les flops, c'est Vincent Kompany, dans le sens où on le savait que c'était une personne intelligente, mais je trouve que cet entraîneur a su se réinventer. Il est parti d'une vision hyper romantique du football et du costume d'entraîneur pour en arriver à une vision beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, qui a porté ses fruits quand même ces derniers mois. C'est vrai. Donc voilà, chapeau, parce qu'il y en a beaucoup qui s'entêtent dans leurs principes, dans leurs idées, dans leur philosophie, et qui ne veulent pas y déroger. Et lui, il a un petit peu fait marche arrière, et ça a bien matché finalement avec son noyau et les résultats qui ont suivi. Voilà, donc ça c'est vraiment... c'est pas un top, pas un flop. Voilà, hors catégorie, mais finalement ça lui correspond bien. Il a toujours été un peu hors catégorie, Vincent Kompany. Top... Lucas Nmecha. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui a du potentiel, c'est clair, qui a du caractère. Il le dit systématiquement, quand on lui pose des questions, on l'entend, on le sait. Et je trouve qu'il répond sur le terrain, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, et puis on ne voit plus rien. Rappelez-vous Jules et son interview quand il est arrivé en Belgique. Voilà, je trouve qu'il a été déterminant. Et là aussi, c'est une personnalité, c'est quelqu'un d'essentiel. Et puis Sambi Lokonga, qui est le patron du milieu de terrain, Vraiment, ouais. qui a dû aussi quelque part se réinventer suite à la blessure de Trebel, parce que pour moi, le meilleur trio dans le milieu de terrain, c'était Sambi, Trebel, Persito. Quand on sait que Trebel s'est blessé, quand on sait que Persito, lui aussi, a alterné le bon et le moins bon et a été blessé, le seul qui a assuré quelque part dans le cœur du jeu, c'est lui. Et il pourrait partir en plus, Persito. Hein. Persito, oui. Ce serait dommage pour le Sporting d'Anderlecht, dommage pour le coach qui va devoir trouver à la va-vite un numéro 10. On sait que Vorskaren, c'est son successeur, tout désigné, mais qu'il est blessé aussi, et que Vlap n'a pas le niveau. Donc voilà, des casse-têtes en vue pour Vincent Kompany. Mais voilà, mes 2 tops, Mecha et Lokonga. Bon, mais vous parliez de Lokonga, on a justement des bons souvenirs dans Eleven Corner aussi avec Baber, quand même, l'appelé Alexis Salemakers. Ces deux-là, on les retrouve justement dans ce petit clip souvenir. Regardez cette photo, sympa, hein, évidemment, de bons souvenirs. Ouais, avec Francis aussi. Francis Amouzou. Bon, le seul problème, il faudra faire passer le message à Sambi, qui est le bienvenu sur le plateau d'Eleven Corner, c'est qu'il arrête de vous poser des lapins quand vous avez prévu d'aller au resto. Exactement. Ouais, je comprends pas, moi. Hier, je demande juste de décaler le restaurant de 1 heure et lui, il prend ça comme un refus d'aller au restaurant de ma part. Mais bon,
Ça, on lui en voudra pas, on le connaît maintenant, je sais comment il est. J'avais déjà prévu déjà un plan B si jamais, donc ça va. Et quoi, Baber, ça te dit quoi, mon ref? Ça y est, je vois, tu deviens le pilier de l'équipe, tout ça. Plus d'appel à Alexis, c'est fini, hein. T'oublies ton alter ego, hein. Ça va, je vois comment c'est. Je vois plus d'appels FaceTime, plus rien, plus de nouvelles, Albert. Plus de nouvelles du tout. Bon, allez, vas-y, force frérot, on se voit vite. Bon, Zambi, voir comme ça Alexis aussi, ta petite réaction là par rapport à cette vidéo. On t'a vu beaucoup sourire aussi pendant. Hein. Ouais, non, lui, il me fait toujours rire, lui, c'est un fou. Non, mais il fait le malin, mais c'est moi qui l'ai appelé la dernière fois, mais j'en avais marre. Sa 4G, elle est tellement pourrie, son Wi-Fi, il est pourri que j'ai raccroché. Il m'a dit, je te rappelle après, j'attends toujours. Donc, si vous le voyez, il faut lui dire, ouais, t'es un joueur du Milan et t'as pas de 4G. À chaque fois, je lui dis ça, c'est ça qu'il faut lui dire. Voilà, il est finalement naturel à l'interview comme il est sur le terrain à Sambi Lokonga. Ouais, mais c'est un super garçon en fait. Hein. Il est tout jeune, faut pas l'oublier, mais il a la tête sur les épaules. Il sait où il veut aller, il sait où il veut arriver. Il se la pète pas, il se la raconte pas. Il est resté simple. Et il y a une vraie amitié. Enfin, tu le sais très bien, mais il y a une vraie amitié entre ces garçons-là. Ouais. Et je trouve ça tellement rare, tellement beau. Que voilà, il faut que ça continue et que ça existe encore. En fait. Mais ça fait du bien au football, Exactement, de les voir naturels comme cela. On a parlé des tops dont il faisait partie, Albert Sambi Lokonga, Vincenzo. Les flops du côté mauve? Les flops du côté mauve, il y a Vlap, hein, qui est mon flop éternel. Voilà. Je l'ai dit et je le redis, qui n'est pas digne du numéro qu'il porte, c'est-à-dire le numéro 10. Soyons clairs. Et puis Bundu, qui est quand même le transfert le plus cher de ce en tout cas du dernier mercato, sachant que l'enveloppe était quand même très fine et qu'il n'y avait pas beaucoup de billets dedans. Il fallait bien dépenser son argent. Et là, avec Bundu, j'ai quand même des doutes. Ça a coûté plus de 3 millions d'euros. Et finalement, qu'est-ce qu'il a rapporté sur le terrain? Pas grand-chose jusqu'à présent. Bon, au mercato, justement, vous me voyez venir. Est-ce qu'Anderlecht a besoin d'un numéro 10? Il faut quand même qu'ils se posent la question. Maintenant, voilà, je me répète, mais ils n'ont pas d'argent. Certes, ils ont un directeur sportif qui est très créatif, qui a beaucoup d'idées, qui a visiblement un bon ordinateur, hein, puisque vous savez qu'à Anderlecht, on est très branché data et statistiques. Donc voilà, s'il parvient à trouver la perle sur Football Manager en réel, pourquoi pas, mais ce sera compliqué. Ouais. Parce que pour l'instant, on pourrait imaginer une situation où Verskaren est blessé, où To s'en va et où Vlap n'est pas bon. Dans ces cas-là, pour un club comme Anderlecht, qui peut encore rêver du titre, hein, on l'a vu au niveau du classement, ils sont bien les Mauves. Ah oui, mais c'est clair, c'est ça qui est fou parce qu'il y a quand même eu, j'ai envie de dire, 6 mois un peu en dents de scie, soyons clairs, même si voilà, je trouve que rationnellement sur les 2 derniers mois, ils ont été vraiment très intéressants et c'est là qu'ils ont pris beaucoup de points. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, je pense que ce qui est important pour Vincent Kompany, c'est quand même d'avoir trouvé une équipe type ou presque type parce que sur les 8-9 premiers matchs de la saison, il était à 3 changements par match. Et là, il en fait 1, 2 maximum parce qu'il y a des petits bobos, des suspendus ou des joueurs qui sont touchés par le Covid. Donc voilà, c'est plutôt lié aux événements, aux circonstances et non pas par rapport à sa volonté, lui, de changer les choses. Et ça, c'est important pour lui de travailler dans un cadre. Reste à savoir aussi Van Krombrugge qui s'est blessé. La Wellenreuther a l'air quand même d'apporter les garanties suffisantes. De nouveau, sur le long terme, est-ce que ça va pouvoir payer ou pas? On verra. On verra ça évidemment pour la suite du côté du Sporting d'Anderlecht. Une note, Vincenzo, pour les Mauves, première partie de saison. J'hésite. J'ai envie de mettre quand même... J'ai mis 7 pour Charleroi? 7 pour le Sporting de Charleroi. Ouais, je vais mettre 6,5, allez. Bon, est-ce qu'ils seront dans le top 4 à la fin de la saison? Anderlecht? Pas sûr. Pas sûr. Joker? Non, pas sûr. Pas sûr. C'est pas un joker, c'est pas sûr. Voilà, la réponse de Vincenzo. On a encore un petit bout sur le Sporting d'Anderlecht. Toujours une séquence souvenir. C'était avec Alexis Salemakers, bien oui, qui ne joue plus du côté du Sporting d'Anderlecht. On en a aussi beaucoup parlé. Comment l'explique-t-il? Voici sa réponse. C'était il y a quelques mois. Anderlecht ne comptait plus sur vous? Ne comptez plus sur moi. J'irai pas jusque-là, mais voilà. Il y a eu des décisions qui ont été prises, moi je les ai respectées, j'ai toujours, quand on m'a donné ma chance, j'ai essayé de la prendre au maximum et voilà, maintenant est arrivé ce qui est arrivé et voilà, je regrette en rien
tout ce qui s'est passé pour moi en Anderlecht et j'en suis même très content parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. On a lancé un petit sondage à partir du moment où vous m'avez confirmé que vous allez venir sur ce plateau. La question était la suivante de ce sondage. Anderlecht aurait-il dû garder Alexis Salemakers? Je vous propose de regarder la réponse en image. Mais voilà, écoutez, c'est du 50-50. Hein. Il y a de tout évidemment là-dedans, du 50-50 donc. Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Parce que souvent, on a entendu que ça a été compliqué avec Vincent Kompany. Compliqué, oui et non. Je crois que voilà, on a eu des discussions en interne. Le coach, si je peux l'appeler le coach à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Le coach a pris ses décisions et voilà, je les ai respectées. Il a décidé de m'écarter un peu du groupe pendant quelques semaines. Moi, j'ai essayé de travailler le maximum dans l'ombre en me disant que j'allais réussir, que ce soit à Anderlecht ou ailleurs. À ce moment-là, je ne le savais pas. Et voilà, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et il m'a donné ma chance. Je pense que je l'ai prise au bon moment et par la suite, tout est revenu dans l'ordre et voilà. Alors apparemment, du côté d'Anderlecht, on a des meetings assez réguliers là, entre les entraîneurs et les joueurs. Comment ça se passe? Ouais, non, franchement, des meetings, on en a pas mal, on en a pas mal. C'est la méthode Vincent Kompany, ça? Ouais, c'est vrai que non, j'ai déjà connu aussi d'autres entraîneurs qui faisaient beaucoup de meetings, mais Vini, c'est vrai que c'est beaucoup. Et c'est quoi? C'est surtout pour travailler le mental. On n'a pas envie d'entrer dans les détails, hein. C'est pas ça, mais c'est pour bien comprendre aussi tout ce qui se met en place du côté d'Anderlecht. Non, pas travailler le mental, je pense que c'est beaucoup, les meetings, c'est beaucoup basé sur nous, sur l'amélioration. On prend beaucoup les derniers matchs en compte et on essaie à chaque fois d'améliorer ce qu'on n'a pas bien fait. Et voilà, on essaie tout le temps d'aller vers le next step et c'est pour ça qu'on a autant de meetings. Et donc, c'est en individuel. Non, c'est ouais, c'est toute l'équipe ensemble. Des fois, c'est plus les joueurs défensifs, des fois, c'est plus les offensifs, mais en général, c'est plus ensemble. J'ai regardé le match contre le Berscott, le dernier match. Je pense que ces derniers temps, mon frère, c'est celui qui fait vraiment beaucoup, on va dire, jouer Anderlecht. Donc, qu'est-ce que Berscott a fait? Ils ont mis Koulibaly sur lui. Ouais. Koulibaly le suit partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand c'est comme ça, parce qu'il y a des matchs, ça va arriver que tu ne peux pas jouer. Nous aussi, ça nous est arrivé où des fois, on bloque Carcela ou on bloque Edmilson ou n'importe qui. Ben, pour moi, c'est aux autres d'essayer de trouver la solution parce que Kompany, c'est le coach, mais il doit avoir aussi des joueurs qui peuvent prendre des solutions, tu vois, qui n'ont pas entraîné, on va dire, la semaine ou quelque chose comme ça. Et je voyais mon frère, ce qu'il essayait de faire, c'était de s'écarter pour justement attirer Koulibaly. Mais en ce moment, il y a quelqu'un d'autre qui doit réfléchir et dire, OK, je vais prendre cet espace-là. Et je pense que c'est ça qui manque un peu, c'est avoir des leaders, on va dire, sur le terrain, des joueurs qui sont en même temps coach et qui sont des coachs sur le terrain, comme Trebel l'était, quoi. Une réaction, Vincenzo, par rapport à ces propos de Polo Mpoku qui est toujours là dans l'actu, que ce soit par des tweets ou dans notre studio. Il ferait un bon consultant quand même, hein, Paul-José Mpoku. Là, on va lui proposer. Ouais, quand il aura raccroché ses crampons. Il a raison, Trebel manque énormément, ça c'est sûr, par son foot, par sa mentalité, son caractère et le côté leadership qu'il a naturellement. Il a raison sur le fait que d'autres n'ont pas justement cette capacité-là à aller chercher les partenaires, à les haranguer, à réveiller l'équipe quand c'est nécessaire. Voilà, il y a deux types de leaders. Il y a les leaders footballistiques et il y a les leaders, j'ai envie de dire, mentaux, qui parlent beaucoup, qui communiquent beaucoup. Van Krom en était un, par ses arrêts aussi, parce qu'il a été déterminant, soyons clairs, pour le Sporting Anderlecht. Mais après, c'est clair que c'est un petit peu le néant. On a parlé de Mecha, qui a de la personnalité, mais il joue à l'autre bout du terrain, pas forcément à un poste qui est central, où j'ai envie de dire, où il voit les autres. Généralement, ce sont les défenseurs centraux, les milieux de terrain. Voilà, hormis Sambi, il n'y en a pas derrière Miazga. Il a l'air bien gentil, tout ce qu'on veut, mais ça n'a pas l'air d'être le gars qui va taper du poing sur la table, quoi. Oui, il voit clair, Polo Mpoku, et on va encore l'entendre, si vous le voulez bien. La transition est toute trouvée, puisqu'on va parler évidemment du Standard. On fait dans l'ordre du classement, on en parle seulement maintenant. Ben oui, le Standard est 11e de cette compétition. Petit souvenir, justement, avec Paul-José Mpoku. Polo, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le Standard en voyant ses attaquants finalement très très peu marqués? Inquiet, je dirais pas non, mais tu dois te poser des questions
parce que au Standard, c'est toujours comme ça. Un moment, ça va, un moment, ça va pas. Donc, à tout moment, tout peut aller. Mais je pense qu'il faut se poser des questions parce que, tu sais, moi, je connais la maison, je connais la plupart des joueurs, je parle encore avec la plupart des joueurs là-bas. Quand tu vois comment ils jouent, tu te poses des questions parce qu'au Standard, c'est OK, des fois, on va peut-être pas bien jouer, mais la hargne, la mentalité, la grinta, ça c'est quelque chose qui doit toujours être là quand tu es joueur du Standard. Et à certains moments, on dirait que tu vois pas ça. Et pour moi, le but de Bodard, pour moi, ça, il y a beaucoup de choses qui répondent, on va dire, aux questions que tout le monde se pose. Parce que Bodard, ben, c'est ce qui représente le Standard actuellement. Je dis pas que les autres ils ne le font pas, mais c'est lui pour le moment, avec Zigno, quand Zigno était là. Il y en a aussi d'autres, mais je parle de l'ensemble de l'équipe, quoi. Ça manque beaucoup. Parler de la mentalité ici aussi, alors il y a l'absence des supporters qui jouent d'une certaine manière ou d'une autre. C'est plutôt l'aspect aussi montagnier, Polo, qui vous pose un peu plus problème, entre guillemets, si on peut dire. Non, en fait, tu sais, les supporters, ça doit être un plus. Quand tu joues au Standard, même s'il n'y a pas de supporters, tu dois toujours te mouiller pour le maillot parce que tu sais que les supporters, ils regardent le match à la maison. Mais les supporters, ça doit être un plus, ça doit être quelque chose qui va justement rajouter ce plus dont tu as besoin, mais pour être, on va dire, au top niveau. Mais tu dois déjà être dans ta tête, tu dois déjà te donner à fond. Après, je dirais pas c'est seulement le truc montagnier, mais en ce moment, on sent qu'il y a une atmosphère un peu bizarre au Standard avec tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ça. Et tu sais, que tu le veuilles ou non, ça va refléter sur le groupe, sur l'équipe. Tu vois, il y a des choses, tout le monde va en parler, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et même, je crois, le coach, peut-être aussi, ça peut se jouer sur lui. Donc, c'est une atmosphère un peu bizarre. Mais c'est comme ça, Standard. Chaque année, tu sais jamais ce qui peut se passer, quoi. On y vient justement au Standard. Polo Mpoku a donné le ton aussi. Bon, l'actu, c'est ce coach. Ça n'a pas tardé finalement. Montagnier n'est plus là. Mbailey est arrivé. On le connaît bien aussi. Vous le connaissez bien, Vincenzo. Est-ce que c'est le bon profil? Et je tournerai peut-être ma question autrement. Est-ce que le Standard avait, entre guillemets, d'autres choix? Il devait aussi faire avec ses finances. Oui, ça c'est une certitude. Voilà, là aussi, hein, l'enveloppe, elle n'est pas forcément fournie. Quand on sait qu'on doit payer 6 mois encore à Montagnier et à son adjoint, ça fait réfléchir. Verkotteren, il n'allait pas venir pour rien, soyons clairs. D'autres comme Prisk ou éventuellement Wilmots ou éventuellement Lucas Elsner, qui sont des coachs confirmés, ben, ça coûte aussi de l'argent, hein, et pas qu'un petit peu. Donc voilà, je pense que finalement, Mbailey, c'est le bon moment et c'est un bon compromis aussi pour le Standard. Mbailey, il est prêt. À 38 ans, il est prêt. Il a vécu 1 an avec Michel Prudhomme. Et c'est vrai que quand on peut apprendre via un des meilleurs en Belgique, hein, soyons clairs, ben, on apprend beaucoup et on apprend vite. Et c'est un garçon intelligent. Donc voilà, je pense que dans sa tête, de toute façon, il était prêt à devenir entraîneur principal. Était-il maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que c'était son... Il aurait aimé être là il y a 6 mois déjà, voilà, avant Philippe Montagnier. Oui, mais est-ce que c'était dans son plan de carrière? Non, je pense que l'idée de base, c'était d'apprendre 2 ans avec Michel Prudhomme avant de reprendre les rênes. Voilà, maintenant, ses avantages, c'est que d'une part, il connaît très bien ce groupe-là, qui n'a pas beaucoup bougé, qui n'a pas beaucoup évolué. C'est qu'il sait très bien ce qu'il veut faire avec ces joueurs-là, qui il veut voir sur le terrain et comment il veut les voir jouer. Un Mehdi Carcella, par exemple, aura un rôle beaucoup plus important, et ça c'est une certitude, que sous Philippe Montagnier. Et je pense que c'est un vrai enfant de Sclessin. Il a un réel amour pour le club. Et ça, c'est important, parce que quand finalement vous y passez en tant que joueur et que vous marquez, non pas que des buts, mais aussi des esprits, et puis qu'ensuite vous revenez dans un staff avec Michel Prudhomme, que finalement ça s'arrête parce que vous avez des ambitions qui ne correspondent pas finalement au job qu'on veut vous donner à ce moment-là, et que 6 mois plus tard, vous mettez un peu votre fierté de côté et que vous êtes prêt à tout donner pour ce club. Voilà, je pense que ça signifie énormément.
Vous faisiez référence aux espoirs qu'on avait proposés à Mbaye. Et puis on se dira aussi que Michel Prudhomme n'est jamais loin pour Mbaye. Il aura toujours Michel là, à mon avis, quelque part pour l'aiguiller s'il le faut. Le mercato, justement, on va en parler. On parle beaucoup d'Avenatti du côté de Malines en prêt, qui serait éventuellement intéressé. Recruter, point d'interrogation. Dégraisser, certainement. Ouais, c'est surtout ça qui est inquiétant du côté du Standard, c'est qu'il va peut-être d'abord falloir vendre avant de penser à acheter. Or, si vous vendez quand même des joueurs qui sont confirmés, je pense à Samuel Bastien ou Selim Amala, pour qui vous avez déjà eu des offres dans le passé et que vous avez refusé, mais qui restent quand même les joueurs les plus bankable du noyau, ils seront, quoi qu'il arrive, difficiles à remplacer, soyons clairs, parce que je pense que Mbaye aura envie de construire aussi quelque chose avec eux. Donc voilà, je trouve que le dernier mercato n'est quand même pas une grande réussite. Soyons clairs, Sylvestre, on l'a quasiment pas vu jouer. Jans, il a dépanné, mais voilà, ça n'a quand même pas été un foudre de guerre jusqu'à présent. On ne va pas parler de Chamir, qui était arrivé avant, ou de Chop, qui était lui aussi arrivé bien avant. Donc voilà, je pense qu'il va surtout falloir retrouver très vite un état d'esprit, de manière régulière et pas une fois de temps en temps dans les gros matchs. Ça, ce sera un. Et deuxièmement, un plan de jeu. Un plan de jeu clair, précis, où on voit où le coach veut en venir avec ces joueurs-là. Et peu importe finalement s'ils transfèrent ou pas, s'ils arrivent déjà à ne pas se déforcer, j'ai envie de dire que ce sera déjà plutôt positif. Maintenant, si Avenatti part en prêt et que ça libère un peu des sous pour acheter un attaquant, ce ne serait pas une mauvaise idée. Bon, les tops et les flops. Du côté du Standard, on va commencer avec les tops, Vincenzo. Les tops, j'en ai deux. Ça ne va pas être franchement de surprise parce qu'il y a Arnaud Baudard d'une part qui, je trouve, s'est émancipé en fait dans son costume de gardien de but. Je pensais que vous allez me dire dans ce costume d'attaquant. Mais ça aussi, c'est pas anodin finalement qui marque lui en tant que gardien. La mentalité. Un but à ce moment-là qui rapporte quand même quelque chose. Son amour pour le club, on ne va pas revenir là-dessus, mais je trouve qu'il a énormément progressé en tant que gardien de but. Il est rassurant, il est bon, il prend des points, il a sorti. Combien de fois il était homme du match en fait pour le Standard? Très souvent, et c'est aussi, c'est aussi révélateur finalement de ce qui se passe. C'est anormal quelque part, mais ça veut dire que lui a fait ses matchs et je trouve qu'il a été hyper régulier. Et puis deuxièmement, il y a quand même l'avènement de Nicolas Raskin, qui a été un peu le joueur qu'on avait envie de voir dans cette équipe, qu'on avait envie de voir jouer, et finalement qui était indispensable, parce qu'on sentait tout de suite quand il n'était pas là. Il est hyper généreux dans l'effort, vers l'avant, vers l'arrière. Il est très dynamique, en fait, dans son jeu aussi, et il a été décisif. Et c'est sa première saison en tant que titulaire. Et de nouveau, ce n'est pas normal qu'il ait ce niveau-là et qu'il soit parmi les meilleurs. Lui, il doit apprendre son métier et être emporté par une équipe qui domine, par des joueurs qui sont plus âgés, qui jouent à leur niveau. Et lui doit être porté par tout ça. Et c'est lui qui a porté l'équipe. On pourrait mettre les jeunes aussi dans cette gamme-là, avec Balikwisha, Tapsoba, qui s'illustrent dans cette équipe du Standard. Bon, est-ce que dans les flops, il y a les attaquants? On ne s'est pas concerté avant. Oui, on ne s'est pas concerté, c'est vrai. Et deuxièmement, c'est clair que les attaquants, pour un club comme le Standard, de nouveau, il faut un buteur. Il faut un gars qui vous plante entre 10 et 20 buts par saison. Moi, je crois que Mouleka a quelque chose. C'est un profil différent, c'est un profil très dynamique. Il a le sens du but, ça, on l'a tout de suite vu. Maintenant, il a dû s'adapter aussi. Son arrivée en Belgique, le passage de la RDC à la Belgique, ça se fait il pas. a eu le mal du pays de source sûre, il l'a, absolument. Ça se fait pas comme ça. Avenatti, lui, il traîne son spleen depuis trop longtemps, donc je pense qu'il doit aller voir ailleurs. Et puis au Bioularé, on parle toujours de potentiel de jeunes, mais à un moment donné, et la malchance d'être blessé, ça ne peut pas durer éternellement. Je veux dire, on n'est pas éternellement un espoir, on n'est pas éternellement un joueur qui a du potentiel, non. Si on est un buteur, à un moment donné, il faut faire quoi? Il faut jouer et il faut marquer. Et puis, si je dois trouver d'autres flops, je suis très étonné en fait par Samuel Bastien, qui avait été franchement en taille patron jusqu'à sa blessure, et qui, depuis sa blessure, c'est un vrai mystère.
Et Gavori n'est plus le joueur qu'il était non plus. Maintenant, il a été trop utilisé selon moi et n'a pas vraiment eu le temps de souffler, de se régénérer. Et donc voilà, est-ce que c'est à 100% de sa faute? Non, mais voilà, on attend plus quand même de ce jour-là. Et donc, c'est l'heure du bulletin du Standard pour cette première partie de saison. Vincenzo, Le bulletin, 9 sur 10. il n'est pas satisfaisant, soyons clairs. Il ne peut pas l'être quand on regarde le classement déjà et la manière. 4 sur 10. 4 sur 10 pour le Standard. C'est encore gentil, c'est une petite pète, comme on dirait à l'école. Est-ce qu'ils seront dans le top 4 à la fin de la saison? Pas sûr. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tout dépendra des premiers matchs et des premiers résultats. Imaginons qu'ils signent un 9 sur 9 pour commencer. Voilà, on l'a vu. Hein. On peut très vite se retrouver en haut. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, de nouveau, je ne dirais pas sûr, mais qui sait. Bon. Petit choix multiple, rapidos, Vincenzo. Si je vous dis le mot bonne surprise, vous pensez principalement à OHL, à Ostende ou à Eupen? Mais bonne surprise, j'ai envie de dire OHL ou Ostende. Mais en tout cas, ce serait plus coup de cœur, en fait. On parlait de l'équipe spectaculaire tout à l'heure avec le Berscott. On peut classer OHL dans cette catégorie-là aussi, avec 2 joueurs, enfin même 3 joueurs, en fait, que j'apprécie énormément. Il y a d'une part Xavier Mercier, qui est, on le savait, un vrai numéro 10 et vraiment un maestro sur le terrain. Et le trio qui forme avec Soa et Henry fonctionne à merveille. Je pense que Thomas Henry, c'est un attaquant qui a sa place dans n'importe quelle équipe du top 4 au jour d'aujourd'hui. Et il avait déjà, me semble-t-il, ces qualités-là la saison dernière en D1B. Donc voilà, je ne comprends pas que personne n'ait été le chercher, entre parenthèses. Et puis ce que j'aime bien au stand, c'est cet entraîneur-là, Blessing, qui arrivait avec des idées, avec un jeu finalement très typé, parce que voilà, c'est Leipzig et toute cette galaxie-là, mais c'est hyper reconnaissable tout de suite. Et il a travaillé là-dessus et on le sent, et on l'a senti dès les premiers matchs de stand qu'il y avait quelque chose qui était en train de se construire, de se mettre en place. Et donc ça, j'aime bien parce que c'est une équipe tout-terrain, à l'image, je le disais, de Leipzig ou de Salzbourg, voilà, qui attaque, qui est très intéressé par le pressing et le contre-pressing, et avec des bons petits joueurs. On parlait tout à l'heure du Standard, mais un Théâtre... Qui en vient? Voilà, il vient du Standard, mais pourquoi on l'a laissé partir? Il aurait pu, je pense, me semble-t-il, recevoir du temps de jeu au Standard. Le petit Darpino aussi, qui n'est pas un joueur bling-bling, mais qui fait ses matchs. McTargay, dont tout le monde se demandait qui c'était, d'où il venait, il a planté ses buts. Donc voilà, je trouve que c'est un ensemble qui tient la route. Vous parliez des datas, eh bien au Stand aussi, on utilise bien visiblement ces datas avec la méthode Blessing et Leipzig dont vous parliez. On s'intéresse à la descente dans cette fin d'Eleven Corner. La descente, bon, c'est chaud devant, tout en haut, c'est chaud tout en bas aussi. Qui va descendre, Vincenzo? Mais je me suis déjà prononcé il y a quelques semaines par rapport à ça, dans une chronique que j'ai l'occasion d'écrire pour la dernière heure les sports tous les mardis. Et donc, moi, j'avais dit à l'époque Moucron et Waasland Beveren. Moucron 18e et Waasland barragiste, alors? Oui, ou peu importe. Voilà, les 2 derniers, pour moi, étaient connus. Maintenant, force est de constater qu'à Waasland Beveren, on a quand même connu une période qu'on n'attendait plus de succès, de victoire. Et là, je dois dire que chapeau aux dirigeants qui ont maintenu leur confiance en Nicky Hayen. Et je trouve ça beau dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans notre championnat, parce qu'il y a déjà eu 10 changements d'entraîneur. Je veux dire, il n'y a qu'en Belgique qu'on voit ça, à la moitié de la compétition, soyons clairs. Donc, quelque part, chapeau, mais je ne pense pas qu'il soit armé pour se sauver. Ça dépend trop de Koita, comme ça dépendait d'Heymans en début de saison. Voilà. Et Moucron, j'ai toujours autant de doutes, soyons clairs. Parce que certes, cette année-ci, il y a un projet qui me semble un peu plus cohérent. Mais maintenant, tout ce qu'on vient d'apprendre concernant Lille, même si Gérard Lopez... a confirmé qu'il restait actionnaire majoritaire. Voilà. Est-ce que ça... Oui, ok, ça va durer jusqu'au mois de juin. Et après? Moi, ce qui m'embête un peu, c'est toujours la même question. Et après?
Donc Et là, ce serait après peut-être une relégation sur le long terme, alors que vous voyez s'il n'y a pas de stabilité. Mais pourquoi pas se reconstruire à un moment donné, comme le Berscott l'a fait, avec des personnes du terroir, ou en tout cas des personnes de la région, qui ont envie de construire un projet à long terme, où on a une vision, où on inclut les jeunes du Futurosport, etc. Mais Dacosta, c'est un très bon joueur, hein, j'ai pas de problème, c'est très bien. Mais voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on vantait les mérites du Futurosport, et on voyait des jeunes joueurs arriver. Le dernier, c'est Benjamin Van Durmen, qui a disparu de la circulation. C'est pas normal. Voilà. Et je trouve ça dommage, en fait. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, reculer, se poser, réfléchir et reconstruire quelque chose de viable sur 5 ans, sur 10 ans? Et si ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Mais au moins, voilà, pensez à autre chose, quoi. Fabrice Olinga était avec nous il y a très peu de temps dans Eleven Corner. Il nous parle justement de ce renouveau du côté de Moucron, le renouveau depuis notamment que Simao est arrivé. C'est le nouvel entraîneur. On l'écoute. Le premier leader de l'équipe, c'est le coach. Il a imposé ses choix, il a imposé sa manière de vouloir faire les choses et même les plus jeunes ont compris. Et le message est tellement vite passé qu'aujourd'hui, on a un joueur comme Magouzoul qui prend ses responsabilités qu'il faut le prendre. Aujourd'hui, tout le monde est responsable. Et avant, je pense que c'était une question de responsabilité, il n'y avait pas. Une question aussi de clarté. Il a mis chacun devant ses responsabilités et en définissant clairement le rôle de chacun. Ouais, je pense que c'est ça, parce que s'il faut parler de chaque joueur, aujourd'hui, chaque joueur sait ce qu'il doit faire quand il rentre sur le terrain. Avant, ils rentraient, ils savaient qu'ils allaient jouer, mais ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Fabrice, un petit mot sur celui qui est venu égayer un petit peu le quotidien des Moucronois. On vous sent, vous, beaucoup plus à l'aise aussi dans cet effectif-là, en confiance. Mais un petit mot sur Dacosta. Il semble quand même exceptionnel, celui-là, non? Très exceptionnel, sincèrement. Déjà, quand il est arrivé, le premier match, on voyait déjà qu'il avait beaucoup de qualité. Mais comme c'était le premier match, on n'a pas eu le temps de vraiment se connaître. Aujourd'hui, le temps, c'est exceptionnel de voir comment il évolue sur le terrain. Comment ça se passe justement avec lui dans la communication? Votre seul assist cette saison, c'était justement pour lui, hein, si je ne m'abuse. Oui, exactement. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de joyeux. Et avec son expérience, vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un d'aussi âgé parce qu'il est là tout le temps avec tout le monde, avec tous les jeunes. Et c'est important pour nous et pour lui. Il a donné cette joie qu'à un moment donné, on manquait parce que tu ne peux pas aller jouer quand tu es crispé, tu ne peux pas jouer si tu es triste. Aujourd'hui, il y a une joie avant les matchs, avant les entraînements qui règne dans le vestiaire, quoi. Ah, Fabrice Olinga, ce qui nous amène, Vincenzo, à la cote de l'Excel Moucron. Suspense. 2 sur 10. 2 sur 10 pour Moucron. Il n'y avait pas tant de suspense que ça. L'occasion de faire un petit point justement sur le bulletin de fin d'année. On a le club de Bruges, vous aviez dit 8,5. Charleroi est à 7, Anderlecht à 6,5. On a Genk à 5,5. Ben oui. Ça va pas. Voilà. Puis j'essaie de me relire, je ne sais même plus. Le standard, c'était le standard. 4 sur 10 et donc Moucron 2 sur 10. Ce qui nous amène, après le bulletin, à l'équipe de l'année. Je vais me lever, si vous le voulez bien, pour aller chercher ce que vous avez déjà complété tout à l'heure pour gagner un petit peu de temps. Vous allez nous le révéler maintenant. Vincenzo, on est dans quel dispositif? Alors, moi je suis un coach offensif. Hein. Allons-y. 4-1, 4-1. Voilà, très bien. D'accord. On va commencer avec le gardien, Mignolet, qui me semble quand même assez incontournable dans le but. J'aurais pu mettre Bodard aussi, mais on va quand même opter pour le Diable Rouge. Je souhaite à Bodard qu'il soit Diable Rouge dans les prochaines années. Tant qu'on est dans les Diables Rouges, Kayembe, côté gauche de la défense. Ça semble très logique, en effet. Qui était assez régulier. Théâtre, c'est mon petit coup de cœur. Honnêtement, j'ai bien aimé ce garçon-là qu'on ne connaissait pas et qui s'est très vite adapté aux exigences de la première division. Avec Mata à ses côtés, quelle surprise. Oui, Clinton Mata. Alors, il n'est pas forcément habitué à ce poste-là dans une défense à 4, mais je pense que ça peut le faire quand même. Parce que je voulais faire de la place pour Murillo, qui a été, je pense, très très bon quand même durant cette première partie de saison. Sambi en patron là, devant tout ce beau monde. Puis un grand espace sur le terrain pour retrouver une autre ligne de 4. Il faudra demander à Mercier et à Lang de venir quand même décrocher de temps en temps si c'est nécessaire. Donc Mercier et Lang, je joue avec 2 numéros 10, si ça c'est pas beau. C'est original. Choix de luxe que n'a pas Vincent Compagnie, on en parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. Bongonda à droite, De Ketelaar à gauche. Ça peut switcher, bien sûr. Hein. Et puis Onuachu, qui est quand même le meilleur buteur de notre compétition et qui marque
comme il respire ces temps-ci. Eh bien, pas mal. Hein, on va vous trouve montrer ceci hein, sur les réseaux sociaux. Vous allez commenter, vous allez partager. Et vous allez vous nous dire, c'est quoi votre 11 justement de cette première partie de saison sur les réseaux sociaux d'Eleven Sport. Bon, merci Vincenzo. On va mettre ça là, tiens, pour terminer. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mais vous allez encore passer sur le grill pour une petite question. Ce sera quoi le top 4 de fin de saison? De fin de saison, Bruges en 1, et puis pour le reste, dans le désordre. Donc, d'accord. Je mettrai Genk, le Sporting de Charleroi, et j'hésite pour la 4e place entre l'Antwerp, mais comme je ne connais pas le nouveau nom, enfin le nom du nouveau coach, et Anderlecht. Bon, on accepte ça, on note ça, on ressortira ça aussi. Tout ça est enregistré de toute façon. Le moment voulu, tout ça est enregistré et ce sera dans les archives d'Eleven, bien sûr. Bon, de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, Vincenzo. Merci, c'est gentil. On vous retrouve aussi rapidement. La Pro League revient le deuxième week-end de janvier. Ce sera le 7 janvier. Hein. Oui, c'est ça, ce week-end-là. On y sera vite, et tant mieux. Et on vous retrouvera au bord des terrains. Merci à vous, bonne fête à vous aussi à la maison. Passez bien à cette année 2021. Beaucoup nous disent qu'elle sera meilleure que 2020. On croise les doigts et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.